Voici maintenant une table ronde, la table ronde numéro 1 de la journée, qui a un titre, Homme, animal, nature. Quel est l'impact des activités humaines? Où sont les responsabilités? Qui sont les acteurs, pour tous les acteurs d'ailleurs? Et quelles sont les actions? Voilà. Alors pour cette table ronde, nous accueillons, vous le connaissez déjà, Vincent de Victor, en le remerciant pour cette superbe conférence et pour cette présence indispensable à la table ronde aussi. Nous accueillons Sarah. Sarah Reinhardt, sur le programme, il y a écrit « Docteur vétérinaire éleveuse ». Oh. Déjà, c'est étonnant. Docteur, une jeune femme qui vient d'avoir un bébé et qui, malgré cela, est venue nous rejoindre. Merci doublement, Sarah, un tout petit bébé. Voilà, elle a quitté ses terres et son bébé pour vous. Voilà. C'est une passionnée. Elle nous a épatés avec sa thèse de docteur vétérinaire il y a 2 ans. Une thèse, elle vous en parlera. Je ne vais pas déborder sur son propos. Elle puisera dans sa thèse et sa réflexion est là et elle est large. Vous allez voir, en matière de médecine vétérinaire, en matière de gestion de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, de crise environnementale, de façon large, et en matière de réflexion éthique. Voilà ce que je voulais dire à son sujet, et c'est elle qui vous le présentera. Sarah Reinhardt a été l'élève de Alain Ducot, le professeur Alain Ducot, professeur en génétique animale à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Alors peut-être que nous allons commencer par les confidences, l'exposé et les confidences d'Alain Ducot, pour ce qui intéresse cette table ronde. Et ensuite, c'est Sarah Reinhardt qui prendra la parole. Voilà. Et vous serez peut-être questionné par le conférencier, il va se venger. Vous parlerez ensemble et ce sera bien intéressant. Et j'arrête mon bavardage derrière ces présentations. Alain Ducot, nous vous écoutons. Merci, pour Catherine. Parler justement de ce propos. Ouais. Donc moi, je suis professeur à l'école vétérinaire ici à Toulouse, mais je suis agronome et généticien, donc le cauchemar des écologues en fait. Mais vous allez voir que j'ai basculé du bon côté quand même. Alors le thème de la conférence, c'était activités humaines et impact sur l'environnement, les animaux et les hommes. Alors moi, dans les activités humaines qui m'intéressent, il y a les activités de production agricole et plus globalement de production alimentaire. Et je pense qu'il est nécessaire vraiment d'avoir la réflexion sur les deux ensemble, quoi, hein, parce que la production agricole, dans un langage d'économiste, c'est l'offre. L'alimentation, c'est la demande. Et l'un ou l'une est complètement associée à l'autre. On ne peut pas imaginer faire évoluer les pratiques agricoles si, d'un autre côté, on ne fait pas évoluer le contenu de nos assiettes, d'une certaine façon. Donc agriculture et alimentation, ça a des impacts sur l'environnement, sur les animaux, sur les hommes. Je vais décliner un peu les trois. Alors, impact sur l'environnement, Vincent et Serge en ont largement parlé. Je vais juste faire quelques tout petits compléments. On a l'habitude d'analyser les impacts écologiques ou sur l'environnement au prisme de ce qu'on appelle les 9 limites planétaires. C'est un cadre qui a été proposé par le Stockholm Resilience Center notamment. Ces limites planétaires, ce sont des seuils écologiques ou biophysiques qui, si on les franchit, induisent des conséquences qui peuvent amener le système Terre dans un nouvel état qu'on ne connaît pas forcément et qui éventuellement est irréversible, quoi. Ce cadre, il contient 9 limites planétaires. Vous avez probablement tous entendu à un moment donné que 6 de ces 9 limites planétaires sont d'ores et déjà franchies. Vincent nous a abondamment parlé d'une de ces limites, qui est la biodiversité, Serge aussi. Vincent a juste évoqué une autre limite, qui est la perturbation des cycles biogéochimiques. Vincent a parlé du cycle du phosphore. On pourrait parler aussi longuement du cycle de l'azote, qui lui est allègrement perturbé. Hein. Cette limite-là, elle est allègrement franchie. Ça a été probablement la première à l'être à ce point-là. Juste un chiffre, aujourd'hui, 80% de l'azote qu'on apporte dans les champs ne se retrouve pas dans notre assiette. Ça veut dire qu'il s'est échappé. Il s'est échappé vers les eaux, il s'est échappé vers l'air.
et vers les eaux, ça génère des pollutions et des coûts associés à ces pollutions qui sont énormissimes, quoi. Donc on pourrait parler de plein d'autres limites planétaires, hein. Sur les 6 qui sont déjà franchies, il y en a au moins 3 pour lesquels l'agriculture et l'alimentation jouent un rôle majeur, hein. Donc la biodiversité, on en a parlé, les cycles biogéochimiques, on en a parlé. On pourrait évidemment parler du changement climatique. L'agriculture et l'alimentation, tout compris, c'est à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. L'agriculture est un contributeur majeur, hein. L'agriculture seule, c'est 20% des émissions humaines. Voilà. Donc on pourrait parler de ça très longtemps, des impacts sur l'environnement. Bon, je vais passer un peu plus de temps sur les autres impacts. Impact de l'agriculture et de l'alimentation sur l'environnement, sur les animaux. Alors, étant enseignant dans une école vétérinaire, c'est quand même important de parler de l'impact sur les animaux. Vincent et Serge ont évoqué l'augmentation spectaculaire de la biomasse d'animaux d'élevage. C'est incroyable, hein, l'augmentation du nombre d'animaux, mais au-delà de l'augmentation du nombre d'animaux, il faut parler aussi des changements incroyables, faramineux, des animaux eux-mêmes et des conditions dans lesquelles on les élève. Alors, changement des animaux eux-mêmes, moi je peux parler de ce que je connais un petit peu, hein, les vaches laitières et les cochons. Une vache laitière aujourd'hui, il y a une race qui est une race ultra dominante à l'échelle mondiale qui s'appelle Holstein Friesian en anglais ou Primolstein en France. Sarah connaît bien ça, même si ce n'est pas la race qu'elle élève. Aujourd'hui, une vache Primolstein, ça produit 10 tonnes de lait par lactation, voilà, c'est-à-dire à peu près 3 fois plus qu'il y a 50 ans. Et c'est des vaches, Sarah nous dira combien de veaux font ces vaches limousines. Une vache Primolstein aujourd'hui, ça fait en moyenne un peu plus de lactation à peine. Parce que ces vaches, on n'arrive plus à gérer leurs infections mammaires, parce que ces vaches, on n'arrive plus dans certains cas à les faire reproduire, parce que ces vaches, on n'arrive plus à gérer les lésions qu'elles ont au niveau des pattes, et donc on est obligé de les réformer de façon très précoce. On les élève pendant 2 ans avant qu'elles produisent le premier kilo de lait, et on les réforme au bout de 2 ans, 2 années de lactation. C'est assez terrible. On a, par des processus de sélection, d'amélioration génétique, et je connais bien ce dont je parle là précisément, on a complètement transformé la physiologie de ces animaux, qui ne ressemblent plus du tout aux animaux qu'on avait avant. Et l'idée derrière ça, je l'évoque une première fois, c'est d'avoir des productions de lait, de viande, d'œufs à des coûts toujours plus bas, parce que la demande alimentaire et la façon dont les réseaux de distribution alimentaire se sont structurés exercent une très forte pression pour baisser les coûts de la production. Voilà. Donc on a complètement transformé les animaux eux-mêmes. Ça pose des problèmes évidemment, y compris éthiques. Hein. Est-il normal d'élever des animaux pour leur offrir une carrière de production aussi courte? Alors j'ai parlé des vaches laitières, je pourrais parler des truies, que je connais aussi assez bien. Une truie aujourd'hui, d'un type génétique commercial, c'est-à-dire à peu près 99% de la viande de cochon que vous mangez, hein, si vous en mangez. Une truie aujourd'hui, ça produit entre 16 et 18 porcelets par portée. Ça fait 2 portées et demie par an. Et aujourd'hui, dans un système d'élevage en bâtiment, comme c'est quasi généralisé partout, on s'accommode, on considère normal, quand on est zootechnicien, d'avoir 20% de mortalité ramené au nombre total de porcelets nés. Voilà. On considère que dans un système normal, une truie doit pouvoir sevrer avec ses 14 tétines fonctionnelles, 14 porcelets, mais on en fait naître 16 ou 18 pour être sûr d'en sevrer 14. Et donc on s'accommode, on considère normal d'avoir 20% de mortalité. C'est des centaines de millions de porcelets qui sont morts chaque année dans nos systèmes d'élevage, qui ont encore une fois une vocation à produire de la viande à coûts les plus bas possibles. Donc on a transformé nos animaux, une truie dans les races locales qu'on garde encore, hein, une truie de race gasconne, pour ceux qui aiment, pour les gourmets de la salle qui consomment de temps en temps éventuellement du porc noir de Bigorre, appellation d'origine protégée aujourd'hui. Une truie gasconne, ça produit 8 à 10 porcelets par portée, quoi. Et voilà, c'est-à-dire moins de la moitié pratiquement que ce qu'on a dans les types génétiques industriels, si j'ose cet adjectif. Donc on a complètement modifié les animaux eux-mêmes, et je pense qu'en termes de bien-être de ces animaux, ça questionne vraiment fortement, et on a surtout complètement modifié les conditions de vie qu'on offre à ces animaux. Voilà, je peux vous dire par exemple qu'en production porcine aujourd'hui, et encore une fois, 99% de la production se fait en bâtiment,
les animaux passent toute leur vie sur du caillebotis béton et que les animaux qu'on mange, qu'on appelle des porcs charcutiers, sont des animaux qui sont abattus entre 110 et 20 kg, entre 5 et 6 mois d'âge, finissent leur vie dans des cases d'élevage sur du béton où ils ont à leur disposition 0,65 m² par animal jusqu'au poids de 110 kg et 1 m² au-delà du poids de 110 kg. Donc je vous laisse vous représenter ce que ça peut être en termes de qualité de vie pour ces animaux, quoi. Voilà. On pourrait reprendre la définition du bien-être animal que nous a proposé l'ANSES il y a quelques années et qui va jusqu'à inclure la prise en compte des attentes des animaux. On en est vraiment super loin, quoi. Donc voilà, nos activités humaines, agriculture, alimentation, ont des impacts sur l'environnement, ont des impacts sur les animaux. Et le dernier couplet, c'est ont des impacts sur les hommes. Et je vais distinguer dans les hommes les agriculteurs, éleveurs et monsieur Dupont ou Bidochon, monsieur Lambda, quoi. Le système alimentaire ou les systèmes alimentaires qu'on a construits génèrent beaucoup de souffrance chez les agriculteurs. Je ne vais pas vous rappeler ce qui se passe depuis plus d'un an, ces manifestations. Voilà. On a parlé du lien pesticide-santé. Les agriculteurs sont les premiers concernés, évidemment. Voilà. La prévalence des maladies de type cancer, Parkinson, dans cette population d'agriculteurs qui manipulent tout le temps des produits chimiques. Imaginez-vous un producteur, on en a plein dans la région, là, un arboriculteur, quelqu'un qui gère des vergers de pommes, il fait 30 traitements par an. Pourquoi ? Pour que les pommes n'aient pas de taches, parce que nous, les consommateurs, on ne veut pas de taches sur nos pommes. C'est quand même ça à la base, le driver. Les agriculteurs, par ailleurs, ils ont des niveaux de revenus qui sont quand même faibles. J'ai des chiffres, là, j'ai mes antisèches pour ne pas dire de bêtises, mais évaluation INSEE 2024, 21,5% des éleveurs de bovins viande, je me tourne vers Sarah parce que c'est sa profession, 21,5% des éleveurs de bovins viande en situation de pauvreté monétaire, c'est-à-dire avec un revenu inférieur à 60% du revenu médian. Voilà. Sachant qu'ils ont des conditions de travail par ailleurs compliquées, c'est des heures et des heures et des heures, c'est énormément de contraintes, voilà. C'est souvent des conditions de vie dans des coins un peu isolés où quand il s'agit d'avoir une activité professionnelle pour un conjoint ou une conjointe, ça peut être compliqué. Voilà, je ne vous fais pas plus de dessins que ça sur notre système alimentaire tel qu'on l'a pensé ces dernières décennies. Il génère aussi de la souffrance chez les agriculteurs. C'est quelque part une question éthique derrière ça aussi. Et puis, dernière étape, conséquence de ce système alimentaire qu'on a construit sur nous tous là, qui mangeons 1, 2 ou 3 fois par jour. Et là, on parle du triple fardeau de la malnutrition, quoi. Il y a quand même, à l'échelle mondiale, il y a à peu près la moitié de la population mondiale qui mange mal. Il y en a qui mangent mal parce qu'ils n'ont pas suffisamment à disposition ou parce qu'ils ont à disposition quelque chose qui n'est pas convenable d'un point de vue nutritionnel, avec des impacts majeurs sur la santé. Alors on pourrait dire en France ou en Europe, on est protégé de ça, mais non, même pas. Même pas. En France, on n'est pas protégé de ça. Il y a 10% de nos concitoyens qui recourent à l'aide alimentaire. Donc même en France, 7e puissance économique mondiale, on n'est pas à l'abri de ça. Et puis, on a beaucoup parlé tout à l'heure du lien agriculture-santé via les pesticides et l'exposition à ces produits-là. Serge Morand a développé les liens agriculture-santé humaine via l'impact de l'agriculture sur les écosystèmes et l'émergence d'agents infectieux. Mais on pourrait évoquer, c'est Serge qui parlait d'épidémie, mais on pourrait aussi évoquer l'épidémie de diabète, d'obésité, voilà. Et au final, pourquoi ? Au final, pourquoi ? Alors, le verre à moitié plein, c'est de dire, dans notre budget, l'alimentation a été divisée par 2. On est passé de 30% du budget des ménages consacré à l'alimentation dans les années 60 à moins de 15% aujourd'hui. Donc, on pourrait dire, voilà, les grands gagnants, c'est nous, quoi.
en oubliant quand même que l'alimentation, pour une bonne partie d'entre nous, nous rend malade, et en oubliant que les coûts cachés associés à cette alimentation, et je pense que Michel Duru en reparlera cet après-midi, sont juste faramineux en fait. Et ça, il faut le mettre dans le débat aussi. Il y a plein d'évaluations qui sont disponibles. La FAO en a fait, la Banque mondiale en a fait, et entre FAO et Banque mondiale, les chiffres sont convergents. Les derniers chiffres de la Banque mondiale, par exemple, c'est les coûts cachés liés à notre alimentation, c'est 12 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. C'est 10% du PIB mondial. C'est 10% de la richesse qu'on crée qui disparaît en raison des coûts cachés liés à notre alimentation. Les coûts cachés, c'est les coûts de dépollution, c'est les coûts de prise en charge de santé, etc. etc. quoi. Michel Duru vous dira peut-être cet après-midi qu'en France, 1 euro qu'on dépense pour s'alimenter génère 1 euro de coûts cachés. Voilà. Il y a des associations là, qui récemment ont publié des chiffres étonnants aussi. Dans ce qui est identifiable aujourd'hui dans le budget de l'État, les dépenses liées aux réparations des dégâts liés à notre système alimentaire, c'est 19 milliards d'euros. C'est plus du double de la totalité des aides attribuées à nos agriculteurs pour leur permettre de vivre. Puisque aujourd'hui, 75% du revenu des agriculteurs en France, c'est les aides. Donc on a construit un système qui est le slogan des agriculteurs pendant ces dernières années, c'est « on marche sur la tête ». Mais il y a bien des raisons d'effectivement considérer qu'on marche sur la tête. Et si on marche sur la tête, c'est certainement pas parce qu'on impose trop de normes sur l'usage de produits dangereux que sont les pesticides. C'est parce qu'on a construit un système économique qui ne regarde que le court terme et qui s'affranchit complètement d'une dette monstrueuse qu'on accumule sur le dos de nos descendants. Une dette écologique, mais pas que. Et c'est ça qu'il faut questionner, quoi. Voilà. Et donc, puisque j'ai parlé pas mal d'élevage, j'ai évoqué les éleveurs allaitants, ce qui est Sarah, peut-être que tu peux nous dire, vu de l'intérieur, comment tu perçois tout ça. Question justement à Alain Ducot tout à l'heure, mais autant poursuivre avec la présentation de Sarah Reynard. Donc bonjour à tous. Donc moi, ce que j'aurais envie de vous dire et de vous faire passer, c'est que ces valeurs là dont on parle depuis tout à l'heure sont les miennes depuis relativement longtemps. C'est des constats que j'ai faits, que je m'approprie, et la particularité, c'est qu'il m'a été donné de mettre un pied de l'autre côté de la barrière, et donc d'essayer de pouvoir comprendre pourquoi, alors que tout ça nous paraît évident, qu'on pollue, qu'on se met en danger, que c'est des systèmes qui ne satisfont rien ni personne, pourquoi est-ce qu'ils persistent, pourquoi ils se sont mis en place, et comment on en est finalement arrivé là. Et donc moi, je suis arrivée dans un élevage laitier il y a une dizaine d'années, et c'était par le plus grand des hasards pour travailler pendant la saison estivale. J'ai eu affaire à un système conventionnel tel que vous l'avez décrit, donc avec des vaches Primolstein, donc avec toutes les conséquences qu'on connaît. Il y avait environ 120 vaches à la traite, 200 hectares, beaucoup de cultures, dans un système conventionnel qui utilisait donc effectivement des pesticides, des engrais, et des gens qui étaient dans une situation économique extrêmement précaire. Et en fait, ça m'a permis de comprendre que c'était arrivé, on va dire historiquement, parce qu'on a demandé aux agriculteurs un temps de nourrir le monde. Et pour ça, on les a soutenus politiquement, économiquement, dans le sens d'une industrialisation qui reposait sur la mécanisation d'abord et sur l'usage ensuite des produits phytosanitaires. Et quand il n'a plus vraiment été question de nourrir le monde, eh bien, les politiques se sont retirées et on a laissé les agriculteurs à leur production. Et donc dans une situation économique qui s'est avérée beaucoup moins favorable, sans le soutien politique, et avec des outils sans lesquels ils pensaient ne pas pouvoir produire et donc sûrement pas pouvoir survivre. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les luttes que l'on a, malheureusement, elles ne font pas toujours passer le bon message. Et j'ai envie de rebondir sur la lutte contre les pesticides
Et les mobilisations sont évidemment absolument nécessaires, je ne les conteste pas. Mais souvent, le message qui va être entendu par ceux qui voulaient nourrir le monde, c'est que le monde leur dit « vous nous empoisonnez ». Et là où ils pensaient bien faire, on leur demande de ne plus utiliser ce sans quoi ils pensent ne pas pouvoir survivre. Donc c'est quand même un message qui est assez violent et qui, en parallèle, va essayer de mobiliser chez les politiques ou les industriels des valeurs ou de la culpabilité, de la responsabilisation, et je crains que ce ne soit pas toujours la méthode la plus efficace. Et donc ce qu'il ne faut pas oublier, comme vous l'avez très bien dit, c'est que finalement la première fois qu'on vote, et on vote tous très régulièrement, c'est quand on met les pieds dans un supermarché. Et qu'aujourd'hui, quand on met les pieds dans un supermarché, ce qu'on voit, c'est que le bio a plutôt tendance à, on va dire, perdre en soutien. Et qu'en revanche, toutes les questions liées au pouvoir d'achat sont très au centre des préoccupations. Et donc finalement, l'agriculteur, il va voir qu'on lui demande, lui, encore de faire des efforts, de se mettre en danger économiquement, mais que le consommateur derrière n'est pas prêt à partager ce risque et cette charge. Et le politique, ce qu'il va voir, c'est que finalement, ce qui soucie davantage les gens, c'est de pouvoir manger pour pas cher et pas avoir des modes de production qui soient bénéfiques. Donc, n'oublions pas de se demander qui est-ce qu'on accuse, qui est-ce qu'on sollicite, et finalement, ce qu'on demande clairement, est-ce qu'on est prêt à faire aussi concrètement dans notre vie de tous les jours. Voilà. Ça marche? Oui. Déjà, à tous les deux, vous nous installez dans ces courants, ces remous terribles au sein desquels doivent continuer, espérer les agriculteurs. Enfin, bon, c'est un peu à distance de ma réflexion, mais on entend bien, à travers vos témoignages, qu'il y a à la fois le souhait de continuer pour ce métier, mais cet entraînement à transformer, à accepter forcément la transformation de ce métier vers un autre, axé initialement vers la productivité, grâce à des moyens techniques décuplés, et puis pour servir une valeur dont on ne parle pas encore beaucoup, mais qui est présente en arrière-plan et terriblement présente, c'est l'argent. L'argent d'un pays, l'argent des exportations, l'argent quoi, avec tout ce que ça comporte. On l'a entendu tout à l'heure avec les oiseaux. L'argent, les liens d'intérêt, tout ça à bas bruit, en arrière-plan. Le moment est venu d'en parler de façon claire, certainement, pas pour se lancer dans des polémiques, dans des politiques, hein, mais pour avoir toutes les cartes en main quand on veut réfléchir à ces difficultés-là. Je voulais demander à Alain Ducos quel était, et à vous-même d'ailleurs, Sarah, quel était en réalité l'accompagnement qu'il y avait auprès des agriculteurs pour y arriver, en tant que profession engagée dans l'agriculture, mais acteurs engagés aussi pour faire mieux, pour assurer la protection de l'environnement, à la fois le bien-être animal, la protection des humains et la protection de l'environnement, dans tous ces principes et ces devoirs contradictoires. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Je crois qu'il y a un accompagnement quand même assez clair dans la formation, dans les instituts de formation à l'agriculture. Mais dans la vie courante, comment c'est vécu? Comme une souffrance terrible ou comme un accompagnement réel et un soutien vrai par les structures politiques qui accompagnent la région, qui n'est pas représentée là à l'instant, par empêchement certainement. Mais comment c'est vécu? On entend la colère des agriculteurs, on entend de l'extérieur et de loin, on voit la colère, on voit le désarroi. Mais il y a aussi un engagement qui reste quand même. Vous voulez dire comment est-ce qu'on accompagne concrètement les transitions qu'on demande? Comment sont accompagnés les agriculteurs pour pouvoir répondre en tant qu'acteurs de la préservation de l'environnement et de la vie globale, de la santé globale?
Je dirais que d'un point de vue technique, l'accompagnement, à nouveau, il est principalement financier. Donc, ça va être par des incitations. Ça a des impacts sur les aides PAC, donc les aides européennes. Et après, on va avoir un accompagnement plus technique de certaines instances, que ce soit les chambres d'agriculture ou des associations locales. Je crois quand même que le plus efficace, ça reste le partage d'expérience, ça reste l'exemple des autres, parce qu'en réalité, et c'est un peu la deuxième partie de l'histoire, c'est que quand on se donne la peine de comprendre pourquoi c'est comme ça, moi, ça m'a donné aussi une crédibilité à l'égard des personnes avec qui j'ai travaillé. Et en fait, ça fait 10 ans qu'on met en place des changements sur ce système initial que j'ai décrit. Et ces changements en soi, ils servent la mentalité allant dans le sens d'un système autonome qui soit économe, vertueux pour l'environnement, les animaux, les hommes qui mangent et ceux qui produisent. Tu peux nous dire un petit Ça, peu c'est... ce que tu as changé dans le système depuis tout au long de ces 10 ans et quel est l'état du système aujourd'hui dans lequel tu travailles? Aujourd'hui, en résumé, donc, on élève des vaches laitières donc, en agriculture biologique, qui sont des vaches croisées et plus du tout standardisées avec les travers qu'on a décrits, qui sont traitées une seule fois par jour. Donc tout ça impactant effectivement leur santé, mais aussi leur production, qui pour le coup diminue, mais plus qualitative. Et puis en ce moment, on fait une transition vers des vélages groupés, ce qui va nous permettre d'appuyer davantage le système sur l'herbe pâturée et donc de s'affranchir des autres cultures. Et donc finalement, si on accompagne ces changements d'un changement de mentalité, en soi, ils se suffisent à eux-mêmes. La situation économique, en réalité, elle s'est améliorée dès lors qu'on a entrepris la transition bio, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé plus cher finalement, mais juste on arrête de dépenser autant dans des produits phytosanitaires et des engrais. Et certes, il y a des pertes de rendement, mais en fait, on s'aperçoit qu'elles sont compensées. Et finalement, les changements se suffisent à eux-mêmes, mais c'est simplement que, d'un point de vue théorique, ça ne paraît pas crédible. Imaginez quand on est sur le fil économiquement, qu'en arrêtant d'utiliser des produits et donc en ayant des rendements diminués, on va vivre mieux. C'est pas une évidence. Donc en fait, le partage et l'exemple, je pense, restent les meilleurs accompagnants qui soient. Voilà, c'est ça, c'est l'accompagnement par les pairs. On voit ça en santé, cet accompagnement par les autres usagers des systèmes de santé. Vous êtes crédible parce que vous faites partie des pairs et on vous écoute. Et ça, merci parce que ça donne de l'espoir. On voit à travers vous qu'il y a du positif. Oui. Enfin, je vais juste compléter et élargir un peu. Donc, effectivement, Sarah a décrit une trajectoire de changement qui est vraiment une transformation en profondeur d'un système. Je pense que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est vraiment ce qui est nécessaire aujourd'hui. Quand on lit un peu la science sur ce sujet-là, les conclusions des papiers, y compris du vôtre dans PNAS, c'était il faut des changements en profondeur dans la façon de concevoir les systèmes agricoles. Donc, ce que Sarah a enclenché chez elle, mais en prenant tous les risques pour elle, sans accompagnement particulier ou faible, en tout cas, à l'égard des enjeux. Quand on lit les articles de Gilles Bienne qui parlent du cycle de l'azote, il a la même conclusion. Il faut des transformations profondes des systèmes agricoles et alimentaires. Et donc, à un moment donné, tous les critères de durabilité sont dans le rouge. Il faut changer les systèmes en profondeur. Et sans accompagnement politique, c'est très difficile de l'envisager, quoi. La très bonne nouvelle, c'est que y a des gens qui ont eu cette vision politique à un moment donné. En gros, aujourd'hui, l'état des forces, c'est concernant l'avenir de l'agriculture, notamment, et de l'alimentation, puisque les deux sont liés, il y a deux grandes visions qui s'opposent assez largement. Une qu'on peut appeler l'intensification durable, qui consiste à dire on va faire comme avant, finalement, en termes de conception, de méthodologie, mais tout un peu mieux, quoi. C'est-à-dire qu'on va continuer d'utiliser les engrais, mais un peu mieux, en ciblant un peu mieux. Voilà. On va continuer d'utiliser des pesticides, mais d'autres molécules. Pas d'interdiction sans solution, c'est bien ça l'idée, quoi. On reste complètement bloqué sur une conception de système qui est basée sur l'usage de produits, une maladie, un produit. Est-ce que beaucoup d'agriculteurs continuent d'attendre, y compris de l'INRA, quand ils vont murer, quand les jeunes agriculteurs, moi ça m'a fait très très mal, le syndicat Jeunes Agriculteurs va murer l'entrée du siège d'INRA à Paris
en disant l'INRA nous coûte 1 milliard d'euros par an, ils foutent rien, ils trouvent rien, c'est scandaleux. Enfin, parce qu'ils sont complètement bloqués sur cette conception de l'agriculture qui est une maladie, un produit. Or, l'INRA a bien compris, et depuis très longtemps, que la voie de sortie, c'est pas du tout ça. C'est qu'il faut reconcevoir des systèmes agricoles beaucoup plus diversifiés, envisager des solutions fondées sur la nature plus que sur la chimie. Et donc, évidemment, c'est orthogonal avec les attentes d'une partie du monde agricole. Donc, en gros, il y a toute une partie du monde agricole qui continue de voir l'avenir à travers cette stratégie, l'intensification durable. On fait pareil, mais un peu moins mal, quoi. Et puis, il y a toute une autre partie du monde agricole, alors qui, en termes de monde agricole, reste minoritaire aujourd'hui, mais qui fait consensus au niveau de la recherche, ou quasiment consensus au niveau de la recherche. Cette autre façon de voir l'avenir, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire on s'efforce de remettre de la santé dans nos agroécosystèmes. Et quand on a des agroécosystèmes en bonne santé, on se rend compte que ces agroécosystèmes rendent naturellement plein de services et qui remplacent très avantageusement la chimie, et donc en minimisant les dégâts environnementaux et éventuellement en améliorant le revenu des agriculteurs. Donc ça, c'est une... Voilà. Et alors, la très bonne nouvelle là-dedans, c'est que la Commission européenne a proposé en 2019 une stratégie de développement pour l'Europe révolutionnaire, presque comme ça que c'était présenté, ça s'appelait le Green Deal, le pacte vert pour l'Europe. Il y avait tout un volet autour des activités liées à l'agriculture et l'alimentation. Il y avait une stratégie, par exemple, qui s'appelait Farm to Fork, de la ferme à la fourchette. Et quand on lit cette stratégie, tout est déjà décrit. Les leviers, on les connaît. Et les leviers, il y en a 3 principaux, qui sont 1, végétaliser l'assiette, qui sont 2, reconcevoir des systèmes agricoles basés sur la biodiversité, et qui sont 3, s'efforcer de réduire fortement les pertes et les gaspillages. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle d'avoir enfin un cap. Beaucoup d'agriculteurs nous disaient là, ces derniers temps, ce qui nous manque, c'est un cap. Il y en a un de cap qui était proposé au plus haut niveau politique en Europe, qui est la Commission européenne, ça s'appelait le pacte vert. Et il y a des chercheurs à INRAE là, qui récemment ont publié des résultats qui sont une évaluation environnementale, sociale et économique de l'application des recommandations du pacte vert. Et encore une fois, j'ai mon anti-sèche pour ne pas dire de bêtises sur les chiffres. Le premier auteur de ces travaux publiés l'année dernière, c'est Hervé Guillaumard, qui a été chef de département économie à INRAE, qui a été directeur scientifique agriculture à INRAE. Ils ont modélisé donc, le système agricole français et ils ont montré qu'en mobilisant les 3 leviers préconisés par la stratégie de la fourche à la fourchette, la stratégie européenne, 1, on arrivait à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de presque un quart, voilà, donc c'est quand même pas rien. On avait un impact réduit sur la biodiversité de plus de 50%. Et, cerise sur le gâteau, s'alimenter, dans la mesure où on végétalise l'assiette, coûte moins cher aux consommateurs. Voilà. Tout en améliorant leur santé, parce qu'on sait qu'un déséquilibre en termes d'excès de produits animaux dans l'assiette est aussi à l'origine de problèmes de santé. Donc c'était gagnant, 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 gagnant. Les seuls perdants là-dedans, parce que forcément, quand il y a une transition, il y a des perdants. Les seuls perdants là-dedans, c'était les éleveurs. Voilà, dont le revenu dans les modélisations proposées, et notamment des éleveurs bovins, était réduit de 30%. Et donc, la conclusion de l'article, c'est voilà, on a quantifié les impacts de l'actionnement, je ne sais pas si c'est très français ça, mais du fait d'actionner les leviers proposés dans la stratégie. Si on applique le cap, voilà les conséquences. On sait ce que ça nous coûte. Évidemment, les éleveurs, il ne faut pas les laisser sur le bord de la route. Ce n'est pas normal qu'on les laisse seuls perdants de l'affaire-là. Donc, il faut les accompagner. Et ça représente tel montant d'aide. Voilà. Et ce montant d'aide, quand on le compare au coût actuel de notre système alimentaire, mais c'est epsilon, quoi. C'est totalement ridicule. Donc, et quand je dis les éleveurs, c'est plus globalement les filières animales. Parce que si on dit effectivement qu'il faut réduire la densité d'élevage porcin en Bretagne, ça met en péril des filières entières, des outils industriels, des salariés. Mais ça, il faut le penser et l'organiser. Ce n'est pas l'année prochaine qu'il faut le faire, c'est sur 20 ans. Et ça nous coûtera beaucoup moins cher que de continuer comme avant, ce qu'on est en train de faire, puisque la mauvaise nouvelle, c'est que depuis les dernières élections européennes, le pacte vert européen est laminé de toutes parts. C'est absolument terrible ce qui est en train de se passer.
Tout à l'heure, on a entendu qu'il y a toujours une action individuelle et collective. Pour l'action individuelle, qu'attendez-vous des consommateurs? Comment faire mieux en tant que citoyen consommateur pour accompagner cette transition? Juste parce que je vois mon copain Vincent là-bas au fond de la salle, hein, Sarah disait on peut voter en allant acheter dans le supermarché. On peut aussi ne pas aller dans un supermarché. Hein. Et Vincent Billard, qui est au fond de la salle là-bas, est président d'une association qui fédère aujourd'hui 12 AMAP dans le village dans lequel j'habite. Et Vincent et moi-même n'allons plus acheter notre alimentation dans des supermarchés. Et en région toulousaine, c'est très facile pour un budget maîtrisé de ne plus s'alimenter dans les supermarchés. Et donc, c'est une action goutte d'eau dans l'océan, mais qui contribue à remettre un certain nombre de choses dans un sens. C'est une évidence que l'on comprend de façon tardive. Un monsieur a dit tout à l'heure, il y a l'éducation des enfants à l'école. Hein, tout ça, il faut en attendre beaucoup, donc faire beaucoup. Et en diffusant le questionnement éthique auprès des écoles ou des collèges et des lycées, ça peut se faire aussi. Maintenant que vous avez enrichi dans la réflexion, vous voulez peut-être dire quelque chose à propos de la table ronde? Oui, merci, je vous remercie beaucoup. On tire des ficelles là qui sont passionnantes. Moi je voulais partager le fait que je retiens quand même quelque chose qui a été répété à plusieurs reprises, qui est la nécessité d'une profondeur historique. Sarah, vous l'avez mentionné, on ne comprend rien si on ne refait pas l'histoire de l'agriculture en Europe et en France, au moins à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et ce qui a été l'injonction au monde agricole d'une France productiviste dont on devait être fier, qui permettait de régler un certain nombre de choses, et qui a abouti à une agriculture qui produit 150% de ce qu'on consomme, largement exportatrice, et qui a eu vocation à être sur un marché international ouvert, spéculatif, qui donc a subi aussi de plein fouet toutes les conséquences d'une spéculation, d'une course en avant avec des coûts de plus en plus faibles. Et ça, c'est essentiel pour comprendre qu'on est dans une industrialisation de la question agricole. Voilà. On a vu, donc ça c'est l'histoire matérielle, il y a une histoire politique qui a été aussi celle de la succession des différentes orientations agricoles qui ont fait des choix très particuliers, pensant bien faire au départ et puis ensuite maintenant des caps qui étaient clairement ceux qui allaient à l'encontre de ce qu'on pouvait voir comme évidence que le système ne tournait plus rond. Donc il y a une histoire du passé outre, comment on a pu finalement maintenir néanmoins, coûte que coûte, un certain modèle. Je retiens aussi peut-être le fait qu'il y a un narratif ou un discours, un récit qui a tendance à peut-être à s'installer, à être maintenu, qui est absolument anti-écologique, qui serait celle d'une opposition entre la possibilité de produire et les impacts. Clairement, nous on a plutôt reçu du soutien en fait, du monde agricole de nos publications, par des agriculteurs qui sont absolument victimes, à la fois en tant qu'acteurs, mais à la fois en tant qu'exposés à cette chimie. Par contre, on a été peut-être un peu bousculés différemment par d'autres acteurs qui ne sont pas les agriculteurs, mais qui sont malgré tout dans le système agricole industriel tel qu'il est construit. Je pense notamment à toute cette mise en place de doutes et de propositions d'une agriculture qui ne peut pas se passer de chimie, de mécanique, etc. Et certes, si on doit appuyer du jour au lendemain sur un bouton pour dire stop, ça ne marchera pas. Mais alors, toutes les transitions, les accompagnements pour l'agroécologie, pour les transitions possibles, etc., ne sont pas du tout à la hauteur de ce que ça devrait, de ce que ça peut. Et peut-être c'est la troisième chose que je retiens, c'est la preuve que c'est possible. Donc la conversion, je trouve que c'est à la fois beaucoup de courage et à la fois bravo, ça force à l'admiration de voir que malgré toutes ces adversités, je pense aussi au manque de crédibilité, peut-être l'incertitude qu'on doit ressentir, c'est possible a priori. Donc voilà, il y a un autre récit qui est c'est impensable, c'est impossible, qui à mon avis doit être battu en brèche et ça fait partie des chantiers de bataille. Sarah, vous voulez intervenir? Merci beaucoup. Alors, je voulais pouvoir aborder deux choses. Concernant la prime à l'installation, alors j'ai entendu très récemment sur une antenne fiable qu'elle était de 10 000 €
pour chaque agriculteur, jeune agriculteur qui veut s'installer, ce qui évidemment, par rapport au coût des engins, etc., fait qu'ils doivent avoir recours donc, à des prêts bancaires, d'une certaine manière. Et une autre question par rapport à l'usage des pesticides. Donc, si on en met moins, je suis d'accord, mais on va aussi avoir besoin de stocker, parce qu'on ne peut pas vendre tout de suite sur le marché, utiliser tout de suite. Donc on va se retrouver avec un problème, voire de fermentation, voire de maladies, etc. Alors on est obligé d'utiliser des conservateurs. Globalement, comment on a besoin de stocker? On ne vend pas tout de suite. Alors comment on va résoudre ce problème-là? Alors moi je peux vous répondre sur l'aspect des primes, où effectivement votre remarque est pertinente, c'est pas avec 10 000 € qu'on va pouvoir s'installer. Et c'est vrai que ça fait partie d'autres problématiques larges, mais s'installer aujourd'hui en agriculture, que ce soit installer quelqu'un après soi, quand vous avez un capital qui vaut des centaines de milliers d'euros, qui va reprendre ça hors du milieu familial? C'est impossible. Quand vous n'êtes pas issu du milieu agricole, que vous voulez reprendre une structure existante, c'est exorbitant. Et si vous voulez partir de rien, ce n'est pas exorbitant tout de suite, mais ça risque d'être compliqué. Donc effectivement, il y a toute une problématique autour de ça et des tentatives de palliatifs qui ont d'autres limites. C'est une des problématiques du milieu agricole aujourd'hui, sur la transmissibilité et la durabilité des exploitations. Et c'est la raison pour laquelle, politiquement, des fois, on propose des solutions qui sont extrêmement effrayantes. Et je voulais juste redire un mot par rapport aux solutions, où c'est vrai qu'on a tendance à espérer une intervention politique parce que c'est le levier le plus puissant. Et si ça prenait une bonne orientation à ce niveau-là, évidemment, on pourrait vivre dans un monde merveilleux. Mais comme on l'a vu, c'est aussi quelque chose de fragile, de très fluctuant. Et ça peut aussi avoir pour effet de déresponsabiliser chacun. Et alors que chacun, on fait un ensemble qui est quand même plutôt important. Donc il ne faut pas oublier qu'on peut chacun faire des choses à son niveau. Et ce n'est pas parce que c'est pas parfait, on ne pourra pas tous avoir un comportement écologique absolument irréprochable qu'il faut complètement laisser tomber. Et donc à la fois trouver un juste milieu entre ne pas déresponsabiliser et ne pas culpabiliser. On a tous notre petite pierre à mettre à l'édifice. Et je laisse Monsieur Ducot vous parler conservation. Que j'ai promise. J'ai laissé le micro. Alors, sur la partie chimie, notamment pour la conservation des récoltes, faut pas voir les choses en tout blanc, tout noir. Effectivement, ce qu'on peut dire de façon un peu générale, c'est que plus les circuits d'approvisionnement sont longs, et aujourd'hui, l'essentiel de nos circuits d'approvisionnement sont longs à très longs, plus ça sera compliqué de se passer de chimie, quoi, hein. Aujourd'hui, les fruits et légumes qu'on consomme en France, pour moitié sont importés et viennent essentiellement d'Andalousie. Quand on voit la façon dont c'est produit là-bas, se passer de chimie dans les conditions de production là-bas ou se passer de chimie dans toutes les étapes de stockage intermédiaire de la chaîne logistique, ça va être juste impossible en fait, quoi. Et y compris pour des produits bio, hein, sauf qu'en bio, on n'utilisera pas de produits chimiques de synthèse, mais on utilisera d'autres produits éventuellement. Donc une idée qu'il faut peut-être creuser, c'est de concentrer des efforts sur le raccourcissement des circuits d'approvisionnement. Moi je parlais des AMAP tout à l'heure, c'est le cas, on va dire, extrême inverse en fait, hein, où en gros les gens qui nous nourrissent sont dans un rayon de 50 km, quoi, en gros. Et là, moi le maraîcher qui me nourrit ne stocke pas, et donc n'a pas besoin de produits chimiques pour stocker. Le pain que je mange, il est produit par un paysan qu'on connaît bien qui est dans le Tarn-et-Garonne. Il est nature et progrès. Quand il stocke ses récoltes, il n'utilise pas de produits chimiques, il n'en met pas dans ses champs non plus. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il faut généraliser ce système-là, parce que ça sera très compliqué de nourrir de très grandes agglomérations urbaines en circuit court. Donc, ce qu'il faut, c'est peut-être réfléchir à une réorientation vers des circuits plus courts, mobilisant moins de chimie, au final. Voilà. L'agroécologie, ce n'est pas s'interdire d'utiliser des produits chimiques, c'est de trouver des solutions pour en utiliser le moins possible. La table ronde est terminée. Je vous remercie chaudement.